Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Giry. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bernard Giry, vous êtes directeur général adjoint en charge de la transformation numérique pour la région Île-de-France. On va en parler, l'Île-de-France qui a beaucoup de particularités, région la plus riche et la plus peuplée de France, avec tous les enjeux que ça comporte. Mais le principe de l'émission, c'est qu'on a d'abord envie de parler de vous, très engagé en tout cas au service des territoires. Ça marque votre carrière, votre parcours. Pour quelles raisons? J'ai toujours combiné en fait les sujets à la fois d'innovation et de transformation. Et finalement, le être sur un territoire, on combine un peu ces deux. Donc j'ai commencé à la fois en faisant un parcours classique, on va dire Sciences Po. Ouais. Mais à Sciences Po, j'ai fait plutôt de l'économie et économie de l'innovation. Donc il y avait dès le départ un peu cette double voie. J'ai fait un peu de conseil au service des collectivités locales, comment les aider à accélérer leur développement économique, évaluation de politique publique. Puis assez rapidement, on m'a proposé de diriger une collectivité, c'était dans le Jura. Et je suis parti, j'avais 23, 24 ans, et donc c'était une collectivité qui était confrontée justement déjà aux défis industriels. Beaucoup d'industries, l'industrie du jouet, qui avait aussi du tourisme, qui avait un musée. Donc finalement, toutes ces composantes étaient assez intéressantes, où on retrouvait la nécessité de transformer déjà ce territoire qui avait vécu sur l'industrie et qui était confronté à la mondialisation chinoise. Qui a vécu sur l'industrie, mais qui se réindustrialise aussi, c'est un des enjeux, on va en parler. Mais tout d'abord, pour compléter un petit peu votre portrait, vos passions dans la vie, c'est quoi? Passion, il reste le sport, le ski, la course, le squash, etc. Sport, et puis pas mal de cinéma aussi. Sur ces sujets-là, je garde un peu de Netflix, comme beaucoup de monde. Alors, vous êtes aux côtés de Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France. Votre ambition, c'était réussie d'ailleurs, c'était de faire de l'Île-de-France la première start région d'Europe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que être premier, c'est bien, mais il faut pouvoir le rester. Être premier, c'est bien en France. Être premier en Europe, c'est pas mal, mais il y a une compétition mondiale qui est forte. Donc je pense qu'en France, l'Île-de-France, c'est 50% de la recherche française, c'est un grand nombre, c'est en termes d'investissement, si on parle de cybersécurité, vous avez 80% des sociétés qui sont là. Tout ce qui relève de la deep tech ou de la transformation, c'est l'Île-de-France. Donc c'est vrai que cette place-là en France est reconnue. En Europe, en tout cas continentale, elle est assez forte, mais on voit bien qu'avec les bouleversements tant chinois qu'américains, on va être très très challengé, et donc c'est un sujet où ce qu'on a peut-être pu faire jusque-là, il faut peut-être se réinterroger sur ce qu'on peut faire pour la suite. Brièvement, en deux mots, une smart région, c'est quoi? On connaissait le principe des smart cities, mais au niveau de la région, c'est quand même... déjà, c'est une région qui a du très haut débit. Donc on était là à l'époque, quand Valérie Pécresse a été élue en 2016, une grande partie du territoire ne bénéficiait pas de la fibre ou du très haut débit. Ça paraît un peu daté, c'était il y a 8-9 ans. Mais en tout cas, il y a un investissement énorme qui a été fait par les départements soutenus par la région. On a aussi la compétence des lycées. On a 470 lycées en Île-de-France. Quand on est arrivé... Tous connectés? Tous connectés, ils ne l'étaient pas. Donc il a fallu le faire. On est encore dans une deuxième phase aujourd'hui. Donc c'est un peu ces sujets-là. Et puis c'est aussi l'usage dans l'administration. Comment on utilise ces sujets, comment on utilise la techno pour améliorer le service au public. Ça, c'était donc votre mission. Renforcer aussi l'attractivité du territoire? Complètement. Comment est-ce que vous le faites? Il y a une agence d'attractivité, donc on essaie de rassembler des compétences pour qu'il y ait un guichet unique en disant quand une entreprise étrangère veut s'installer, par qui elle passe, comment on lui facilite la vie, comment on facilite l'implantation. On a aussi travaillé pour recenser tous les terrains industriels qui étaient prêts. On sait qu'en France, la problématique des normes, des délais pour implanter une entreprise... Ça aussi, ça reste un frein ou pas? Ça reste un frein, très concrètement. On parle beaucoup de Tesla qui s'est implanté en Allemagne. À l'époque, les Allemands avaient un temps d'implantation de l'entreprise quasiment divisé par 2 par rapport à celui annoncé en France. Au final, le délai peut être le même, mais en tout cas, ils avaient la capacité. Donc on voit bien que sur ces aspects réglementaires, ça reste un frein aujourd'hui par rapport à d'autres pays, y compris européens. Donc pour vous, ça va pas assez vite. Alors tout le monde en parle, de la simplification administrative. Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que vous le voyez avancer ou pas du tout? Pas assez, je pense. C'est un ancien ami ou directeur qui me disait « mais tu nous refais travailler sur la simplification » et il m'envoie un article du Canard enchaîné. Il y a 20 ans. Oui, voilà, voire même 30 de 1975 qui dit « ça y est, le gouvernement se lance dans la simplification ».
Mais je pense qu'on n'a pas le choix, là. On va devoir, les marges de manœuvre, de productivité, elles sont vraiment là. Il faut s'y attaquer. Alors c'est un peu pénible, il faut rentrer dans l'opérationnel, c'est beaucoup de détails, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Être attractif, c'est aussi simplifier la vie aussi des habitants de l'Île-de-France. Le numérique y a contribué? Je pense qu'il a contribué. Il a contribué, si on parle des transports, il y a aussi toute la partie du pass Navigo sur le téléphone ou des choses de ce type. Donc le transport est aussi un élément d'attractivité, les investissements. C'est aussi des services numériques. Le fait que la région, c'est à la fois les lycées, mais c'est aussi beaucoup de politiques publiques qui se traduisent souvent par des subventions aux associations, aux entreprises, etc. C'est vrai. Et donc il y a tout ce sujet de la dématérialisation, de pouvoir échanger directement avec la région par le numérique. L'accès aux données, c'est important aussi Très pour important. réussir cette transformation numérique des territoires. Oui, c'est hyper important pour moi, la data, le parcours de la donnée, finalement, c'est ce qu'il y a de plus transformant aujourd'hui dans les administrations. Ouais. Donc s'intéresser à ce sujet-là. L'accès, oui. L'accès à la donnée, voilà, l'accès à la donnée, il y a aussi toutes les problématiques d'open data, de transparence de la vie publique. Donc on a beaucoup investi là-dessus. On a un site qui permet de Open Data Île-de-France, qui permet d'avoir accès à de très nombreux jeux de données. Et au travers de cet effort de publication, finalement, c'est, je pense, un effort de transparence, d'une meilleure connaissance de ce que fait l'action régionale, qui n'est pas toujours bien compris. Et donc on a aussi, on y reviendra, des sujets sur comment l'IA peut nous aider à mieux faire comprendre justement comment l'IA justement va pouvoir faciliter votre travail, de simplifier, de rendre attractif à travers toutes ces transformations. Si on enchaîne sur la partie relation avec les usagers, on va lancer là dans une dizaine de jours un service qui s'appelle Ma Région proche de chez moi et qui, à travers l'IA, va analyser les 50 000 délibérations qu'on a prises depuis 2016 pour dire qu'est-ce que fait la région dans ma commune, qu'est-ce qu'elle fait près de chez moi. En fait, cet outil, on ne l'avait pas, d'agrégation, de synthétiser, par thématique ou par village. Et donc on va l'ouvrir, ça tombe bien, juste avant le sommet mondial de l'IA. Oui, absolument. Mais c'est aussi le bilan de mi-mandat. On verra ce qu'il en ressort. L'émission sera sûrement diffusée en même temps quasiment. On le verra. Justement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce grand rendez-vous de l'IA? Je crois que ces grands rendez-vous, il y a aussi la capacité à échanger, mais surtout peut-être à mobiliser la France de manière générale sur ce sujet. Quand on voit que les États-Unis vont investir, on annonce 500 milliards de dollars d'investissement sur ces sujets, on voit qu'on doit y aller. Et peut-être rien que ça. On doit élaborer un cadre aussi, c'est aussi ça le but. Le cadre, on l'a, c'est l'IA Act européen. Par contre, maintenant, c'est les usages. Il faut s'engager sur les usages et sur un certain nombre d'infrastructures. Donc je crois qu'on a des talents, on a des compétences, mais il y a sans doute, et peut-être que ça sera l'objet de mon interpellation, des besoins sur ce sujet. Qu'en est-il justement de ces nouveaux outils dans la gestion des aléas climatiques, de la transition écologique? Je pense on rejoint la question de la data. En fait, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, il faut la collecter. C'est vrai qu'à la région Île-de-France, on a beaucoup d'organismes autour de nous, comme Bruit Paris, Air Paris, l'Institut Paris Région, etc., qui ont beaucoup de données. Et c'est aujourd'hui intéressant de voir comment on les rassemble pour davantage modéliser, en particulier pour les communes. Et c'est vrai que les phénomènes d'inondation touchent aussi l'Île-de-France, on l'a vu. Il n'y a pas que le sud ou d'autres. Peut-être moins souvent, mais bon. Moins souvent, mais globalement, on voit bien que le problème de réchauffement climatique, c'est comment la ville doit s'adapter. Absolument. Et on voit que la modélisation, les modèles 3D peuvent nous aider, en tout cas, à simuler les effets du réchauffement climatique. On pourrait en parler pendant des heures encore, parce que l'Île-de-France, on le disait en début d'émission, a cette particularité d'abriter le département le plus pauvre et le plus riche aussi de France. Est-ce qu'on arrive à réduire justement ces écarts, ces inégalités selon vous grâce aux nouveaux outils, ou est-ce qu'il y a des politiques spécifiques qui sont, à part injecter de l'argent pour... En tout cas, déjà, il y a besoin de donner les mêmes outils ou les mêmes moyens à tous les territoires. Donc le très haut débit généralisé partout au même niveau, déjà un outil en tant que tel. Le transport et les moyens de transport sur l'ensemble du territoire, c'en est un. À faire venir les talents aussi de ces territoires, c'est important. À faire venir les talents, et du coup se pose la question des compétences, et en tout cas pour nous, l'éducation, et la région a en charge les lycées, et soutient aussi les universités et la recherche.
Donc c'est vrai que l'investissement qu'on met dans les lycées, c'est quasiment un tiers du budget de la région Île-de-France. Et donc c'est globalement la priorité. C'est énorme. On a 6,5 millions de mètres carrés, donc je crois qu'on doit être le deuxième propriétaire foncier d'Île-de-France. Il y a 450 000 élèves, 45 000 enseignants, donc globalement ça va toucher plus d'1 million, 1,5 million de personnes avec les parents. Et donc cette action-là, oui, c'est une action, je pense, d'égalité, c'est sans doute la plus forte pour la région. Alors on va passer à la question d'un étudiant de Centrale Supélec, justement. C'est juste après le jingle. La question de Centrale Supélec pour vous, Bernard Giry, c'est celle-ci. Que mettez-vous en place pour donner plus de sens à vos collaborateurs au quotidien dans leur mission et comment est-ce que vous valorisez ces actions? Alors donner plus de sens aux collaborateurs, c'est déjà leur dire où on va. Donc il y a un gros travail et souvent dans ces directions dites un peu techniques, numériques, etc., il n'y a pas forcément une habitude de communiquer ou de partager. Donc il y a un premier axe qui a été vraiment d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les chakras, de les faire participer à la construction d'une vraie feuille de route. Donc une feuille de route à 3 ans, là on va entamer notre deuxième feuille de route, on vient de terminer 22-24 et 25-27. Donc déjà les associer à cette feuille de route, la partager, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est voir que évidemment on a besoin de se sentir important, quel que soit le job, et montrer l'impact que avoir cette transformation numérique. Et donc il y a un gros sujet sur ces éléments-là, de dire qu'à la fois c'est reconnu, à la fois par le niveau politique, c'est le cas, par la direction générale, donc porter ces sujets, et puis d'être un partenaire finalement de ce qu'on appelle les directions métiers. Quand on parlait des lycées, quand on est dans un travail où on va aider nos collègues, la direction des lycées, à mieux gérer les lycées, à leur donner les outils pour le faire, et de valoriser ça, je trouve qu'il y a c'est assez motivant. Et on a la chance à la région, et je faisais en plus dernièrement un petit sondage pour savoir pourquoi vous êtes venu à la région. Une des premières réponses, c'était parce qu'on a des gros projets. Donc il y a cette capacité quand même pour des gens plus jeunes de venir chez nous en se disant bah, on est sur un territoire assez vaste, qui a un peu d'ambition, on va faire des gros projets, on va pouvoir se former. Peut-être qu'on ira ailleurs après, mais en tout cas là, dans notre parcours, on a la capacité à monter ça. Il reste aussi un peu de motivation financière, et c'est peut-être là que c'est le plus difficile. Mais je pense qu'en tout cas, c'est mon rôle de me battre au quotidien pour essayer d'être à peu près au niveau, même si on ne sera jamais totalement au niveau du privé quand on vient dans le secteur public. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est passionnant parce que c'est aussi un service public et une mission et le fait de servir. La question de Verian à présent, Verian cabinet d'études et de conseil aux enjeux publics et d'opinion, c'est juste après le jingle. Donc la question de Verian pour vous, Bernard Giry, c'est celle-ci, vous l'avez choisie parmi plusieurs questions qu'on vous a proposées. En cette période d'instabilité et d'incertitude, quels sont les repères ou les principes fondamentaux qui orientent vos décisions stratégiques et renforcent la résilience de votre organisation, la région Île-de-France? C'est vrai que la période est particulièrement stable et encore plus pour des directions comme la nôtre qui sont confrontées à des évolutions technologiques presque constantes. Donc je dirais qu'il y a sans doute un premier repère qui est celui on en parlait, de l'utilité. Le premier repère, c'est quoi qu'il arrive, quelles que soient les évolutions, à un moment donné, on doit exercer une mission. Et comment on l'exerce. Et donc, on va sortir un peu du côté com ou show-off ou être dans dans la vague pour se dire, bah voilà, quels sont vraiment nos besoins ou quels sont les painful, enfin les difficultés de l'organisation, et c'est là-dessus qu'on va se centrer. Donc je pense que ça reste un élément structurant. Le deuxième, c'est la gestion du temps. On est confronté, y compris dans le domaine politique, de deux temps. Il y a le temps presque immédiat, confronté à l'émotion, à la réaction, et puis le temps long, celui d'une organisation, d'une administration, qui est quand même là pour durer. Et donc, il faut combiner ces deux temps, et donc de savoir gérer ces deux éléments, ou d'avoir en permanence ces deux éléments, reste toujours un invariant, et y compris, et on l'a aussi, dans ces domaines de l'intelligence artificielle, où je dirais, faut se hâter lentement. Dans certaines matières, faut y aller, faut apprendre, et en même temps, il faut se concentrer sur ce qui vraiment va apporter de la valeur pour l'organisation. Et voir loin pour justement mettre en place des... Voilà. Sachant que si on prend cet exemple d'un chercheur qui disait, si on reprend l'arrivée du tracteur, l'arrivée du tracteur date de la fin du 19e siècle, et pourtant il a explosé quasiment après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il a explosé? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup malheureusement d'hommes décédés,
Et il a fallu remplacer la force humaine par la force mécanique. Et donc on a vu que femmes au champ, exact. Bon. Voilà. Et donc ça a mis 50 ans. Alors l'IA mettra moins de 50 ans, mais donc, voilà, c'est cette gestion du temps. Il faut y aller, mais comment, à quel moment il est rentabilisé? En tout cas, ne pas se voiler la face et regarder les choses en face. Merci beaucoup. La question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez peut-être poser des questions, interpeller nos hommes politiques et nos femmes politiques qui nous gouvernent. Vous connaissez bien ce milieu. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Bernard Giry, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Eh bien, le constat aujourd'hui, on l'a vu, à la veille du sommet mondial de l'intelligence artificielle, après les annonces des États-Unis où dernièrement plus de 500 milliards de dollars vont être investis sur 4 ans dans des gros data centers, quand on voit l'arrivée de la Chine et de nouveaux outils d'IA, on se dit mais qu'est-ce que peut faire la France, qu'est-ce que peut faire l'Europe sur ces sujets? Si on prend l'exemple de ce qu'on a pu réussir ou de ce qui marche en France, qui est l'industrie de défense, en fait, pourquoi on a encore des avions de chasse aujourd'hui? C'est qu'on a su programmer à moyen terme. L'État a su acheter ou préacheter. Les avions du futur n'existaient pas et pourtant, l'État passe des commandes, des précommandes. Et je crois que sur le secteur du numérique, on doit se doter de l'équivalent d'une direction générale de l'armement ou d'une direction générale du numérique qui passerait ces précommandes publiques pour pouvoir assurer notre souveraineté. Et si on parle de sujet du data center, en région Île-de-France, on a fait un data center public mutualisé. Je crois qu'à l'échelon de la France, on a besoin de ce type de data center. Il y a des gens, je pense, j'ai rencontré hier le responsable de l'URSSAF, qui pense à un data center pour tout ce qui est domaine du social. Je pense qu'il faut aujourd'hui se saisir pleinement de ce sujet et de se dire, passons des précommandes publiques. Peut-être que notre industrie n'est pas totalement prête, mais si on lui donne un horizon de 5 ans et qu'on lui achète des choses sans subvention, on pourrait sans doute faire de belles choses. Merci beaucoup, message enregistré, j'espère qu'il passera, merci. Merci Bernard Giry d'avoir participé à notre émission, merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.